Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 et les indices en général en Europe qui poursuivent leur lente, progressive consolidation avec un indice parisien qui évolue plutôt dans le bas de sa fourchette de fluctuation, juste sous les 7400 points. Mais encore une fois, la baisse du jour est très très limitée, moins 0,15% à peine pour le CAC à mi-séance. Après un point haut record, on le rappelle, il y a quelques semaines à peine, à 7577 points précisément pour l'indice parisien. On est à peine 3-4% en dessous de ce niveau aujourd'hui, avec une semaine qui est marquée par des enjeux techniques. Rappelons-le, vendredi, ce sera l'échéance mensuelle de différents produits dérivés et contrats futurs sur indices qui amèneront peut-être différents arbitrages et différentes positions. En attendant, les prises de risque et les arbitrages sont limités au strict nécessaire, avec en plus la question des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis qui avance, je ne sais pas, personne ne le sait. En tout cas, les différents partis se parlent aujourd'hui en prévision d'une date fatidique qui a été fixée autour du 1er juin, et cette situation évidemment crispe plutôt les marchés là aussi à très court terme et empêche les prises d'initiative de la part des investisseurs. Nous reviendrons également sur les dernières données économiques américaines, notamment 2 semaines après la réunion de la Réserve fédérale américaine et la pause signalée quasi explicitement par Jérôme Powell. Les investisseurs ont pris connaissance d'une série de données dures importantes sur le front de l'emploi, de l'inflation. Les ventes au détail ont été publiées hier aux États-Unis pour le mois d'avril. Ces données valide-t-elle l'idée d'une pause de la Réserve fédérale américaine, une pause qui pourrait être confirmée dès le prochain meeting, bien sûr, le 14 juin, avec une décision qui serait de ne pas bouger les taux directeurs qui ont atteint 5,25% lors du dernier meeting. Nous en parlerons avec Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée, qui sera avec nous en plateau. Et puis sur le plan des marchés et de la stratégie d'investissement, c'est Marc Renaud qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, le président de Mandarine Gestion. Commençons avec la dimension macroéconomique et Patrice Gautry, donc à nos côtés pendant cette demi-heure, chef économiste à l'UBP, l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Chaque donnée économique américaine jusqu'au 14 juin prochain, date de la prochaine décision, va être jaugée, évaluée à l'aune de l'idée de la pause qui a été signalée par Jérôme Powell il y a 15 jours maintenant. On a eu déjà pas mal de données dures sur le front de l'emploi pour le mois d'avril, de l'inflation, des ventes au détail, plus toute une série d'enquêtes qui reporte désormais sur le mois de mai. Est-ce que cette série de données depuis 15 jours valide l'idée d'une pause lors du prochain meeting de la Fed, Patrice ? Pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la logique de la Fed s'est renversée. C'est-à-dire qu'avant, on montait et il fallait trouver une bonne excuse pour ou ralentir le pas de la hausse ou au contraire ne pas monter. Là, on est dans une logique inversée, c'est-à-dire qu'on est dans un statut où on préfère la pause et il faudrait une excuse, donc soit sur un dérapage d'inflation ou un problème du côté du marché du travail pour reprendre les hausses. On le voit dans les déclarations des gouverneurs de la Fed. On a quelques-uns qui sont en faveur de la poursuite, mais on est quand même plutôt avec un centre de gravité de la part des déclarations, ou du moins les dernières, qui valident cette théorie de la pause. Alors, ce qui peut empêcher, on voit que l'inflation, comme vous l'avez rappelé dans les données, est en train de progressivement sortir effectivement de l'objectif premier de la Fed. C'est-à-dire que l'inflation est en train de se calmer. Il y a encore quelques secteurs qui nous embêtent. L'inflation cœur, l'inflation dans les services, l'inflation encore dans le secteur immobilier, mais il y a des dérivés secondes qui sont en train de ralentir. Donc globalement, je dirais il y aura un peu moins d'inquiétude, mais toujours une vigilance. Donc l'échelle des priorités est un petit peu différente, mais ça veut dire que on va aller peut-être pas encore à 3% en fin d'année aux États-Unis sur l'indice global, on sera peut-être encore entre 3,5 et 4. Mais ce scénario-là peut fonctionner même avec l'idée de pause. Le problème, effectivement, est beaucoup plus du côté du marché de l'emploi. Alors, il y a des données qui sont un peu volatiles. On a vu avec les données hebdomadaires de chômage, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu problématiques parce qu'elles ne sont pas tout à fait justes. Donc, en fait, la remontée que l'on a eue ces dernières semaines n'est peut-être pas, effectivement, à prendre au premier degré.
les marchés de l'emploi est encore très très fort. Et en fait, si on regarde, on est encore à un peu plus de 200 000 créations d'emplois. Donc pour revenir sur une situation de marché de l'emploi qui mette la Fed, je dirais, en situation de confort. Pour être vraiment tranquille sur sa pause, il faudrait, je pense, qu'on casse en fait les 200 000 créations d'emplois. Sous l'angle des salaires, là c'est encore plus problématique. On a des salaires, et on l'a vu avec les différents indicateurs, qui ont même légèrement réaccéléré, mais on a des salaires dans les services, et notamment services, loisirs, communication, et un certain nombre d'autres secteurs de services qui, eux, sont bien au-dessus en fait, du salaire moyen horaire. Là, la Fed ne peut pas être confortable avec ces données-là. Ce qui veut dire que même si on a une moindre progression des salaires, en fait, on regarde dans la dynamique, si on veut revenir, imaginons, à un territoire dans lequel la Fed serait confortable, entre 3,5 et 4% de l'évolution des salaires. Alors, les salaires horaires sont un peu plus de 4. Les salaires dans le secteur privé sont à 4,9. Les salaires dans les services que j'ai mentionnés sont au-delà. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait presque un arrêt de la hausse des salaires. Donc là, le challenge est beaucoup plus important. Ce qui veut dire que la Fed peut prendre le pari de la pause, mais néanmoins, le marché du travail va certainement encore être la variable sur laquelle elle devra rester vigilante et prudente, parce que, à moins d'une rupture forte d'activité ou d'une récession, mais ce n'est pas notre scénario, eh bien, on va encore avoir et des salaires et de l'inflation. La grande question pour 2024, c'est est-ce que la Fed peut être contente avec une inflation qui se stabiliserait à 3%? On n'aura pas la réponse tout de suite. Alors, on n'aura pas la réponse tout de suite, parce que sinon, alors là, ce serait magique. L'euphorie sur les marchés. Un rendez-vous important peut-être de ce point de vue-là, c'est fin août. Jackson Hole, toujours. On verra où en est l'inflation à ce moment-là et quelle sera la tonalité du discours de Jérôme Powell à ce moment-là de l'année et de la phase de ralentissement et de désinflation. Oui, tout à fait. C'est toujours l'occasion un peu de prendre de la distance et d'avoir une réflexion un peu théorique par rapport à quoi sert la politique monétaire. Et notamment, on le voit bien dans cette fin de régulation. Mais effectivement, peut-être il faut attendre aussi. Alors il y a Jackson Hole et puis au mois de septembre, c'est-à-dire la fin du trimestre, où là on aura peut-être des signes un peu plus patents de ralentissement plus marqué dans l'emploi. Je comprends que ce n'est pas votre scénario central, Patrice. Néanmoins, le marché, lui, anticipe qu'entre aujourd'hui et le mois de septembre, il va se passer quelque chose. Il y aura une forme de rupture qui va peut-être amener la Fed à déclencher un cycle de baisse de taux plus rapidement que ce que certains économistes entendent aujourd'hui, Patrice. Comment on réfléchit à cette question ? On se pose la question quand même d'un ralentissement de l'économie américaine. Est-ce que ce ralentissement peut rester très progressif, graduel, avec même une forme de résistance encore du marché du travail ? Ou est-ce qu'à un moment, et on sait que l'histoire économique n'est pas toujours linéaire, est-ce qu'à un moment, il faut considérer peut-être le risque de rupture un peu macro? On a observé des craquements dans le secteur financier. Est-ce qu'on peut avoir ce même phénomène de rupture dans la sphère de l'économie réelle ? Alors, le premier point, c'est qu'on est déjà en fait en facteur de ralentissement et de ralentissement significatif. Les décomposantes de l'investissement, l'investissement en équipement qui sont en territoire négatif, donc en contraction. On a la consommation de produits manufacturés qui, elle, effectivement, est très mal orientée. Donc, selon les catégories, on le voit, une volatilité dans les ventes de voitures qui est très très forte. Et ce qui nous amène à être encore un peu en territoire positif, c'est quand même la tenue des services, plus quelques secteurs, comme par exemple les dépenses en nouvelles technologies, en recherche et développement. Donc on est déjà dans un facteur de ralentissement, 1,1 de progression au premier trimestre, on était à un peu plus de 2,5 au quatrième trimestre. Donc on peut continuer effectivement sur cet effilochage en quelque sorte de la croissance, on détricote en quelque sorte le niveau sans qu'il y ait de rupture. Les facteurs de rupture, et c'est la deuxième idée, proviendraient de quoi ? C'est le marché immobilier et c'est, je dirais, l'attitude de crédit des banques américaines. Le marché de l'immobilier, pour l'instant, effectivement, il est toujours mal orienté en termes de PIB et en termes de données mensuelles, ça semble se calmer. Et on a eu beaucoup de volatilité sur les taux et cette volatilité sur les taux a été utilisée en définitive lorsque c'était une phase de baisse, on l'a vu avec les premières secousses sur les banques américaines, a été utilisée en fait pour regonfler la demande. Donc ce qui fait qu'on est sur un territoire, je dirais, délicat, fragile, sur lequel on peut avoir une pause sur un niveau qui est encore en historique relativement élevé et on peut avoir des phases de baisse. La deuxième idée sous-jacente, c'est quelle est l'attitude du crédit par rapport au crédit des banques américaines. Pour l'instant, on était déjà dans du resserrement de l'offre de crédit, ça a augmenté un petit peu, mais on voit bien, comme en Europe d'ailleurs, qu'en fait c'est le facteur demande, baisse de la demande de crédit des entreprises et des ménages également aussi un peu dans l'immobilier, qui pèse beaucoup plus sur l'activité, sur la conjoncture. Donc, si ces deux facteurs-là, immobilier et attitude des banques,
ne tourne pas, je dirais, dans un facteur d'accélération, c'est-à-dire de crédit crunch. Donc, on coupe le crédit. Ou au contraire, de fortes baisses de l'immobilier qui remettraient en cause la solidité des bilans des ménages et aussi de certaines entreprises. Si ces deux facteurs-là ne se mettent pas en action, à ce moment-là, on peut avoir un soft landing, c'est-à-dire un ralentissement graduel, avec de temps en temps même un passage légèrement négatif. Mais ce n'est pas -1, -2, ce n'est pas 2008, ce n'est pas 2020. Est-ce que la question du plafond de la dette, sans aller jusqu'au défaut technique des États-Unis, qui nous plongerait peut-être dans un autre monde ou un nouveau monde, mais rien que les tensions que ces négociations peuvent générer sur la confiance, notamment des différents agents économiques, est-ce que ça peut être un catalyseur, quelque chose qui soit de l'ordre justement d'un facteur de rupture ? Oui, alors il y a la Maison-Blanche, ou du moins le comité d'experts économiques qui travaille à la Maison-Blanche a fait 2 scénarios qui sont intéressants. Donc, si effectivement on reste dans cet univers de contraintes avec un léger problème, c'est-à-dire qu'on contraint les facteurs de refinancement. Donc, c'est par la variable de baisse de la confiance et de hausse des taux sur lequel on peut avoir un ralentissement modéré de l'activité d'un demi-point. Si au contraire, on passe avec un tsunami lié à ce défaut américain, donc là on est moins 6 points, donc on perd 6 points de PIB, c'est-à-dire 2008, 2020, et effectivement avec un désordre mondial certainement assez généralisé. Donc aujourd'hui effectivement on peut, et on voit bien que le calendrier est en train de s'accélérer. On a vu hier avec le débat, M. Biden est en train de ralentir ou de couper en fait son voyage en Asie, et puis même du côté de M. McCarthy, donc les représentants républicains, on voit que le ton est beaucoup plus constructif. Donc je dirais, il n'y a pas le stress sur les marchés financiers est resté relativement modéré. Quand on regarde les marchés d'actions ou les marchés de taux longs, il n'y a pas eu, je dirais, de contagion. Oui, très clair. Les marchés, l'assurance de crédit à très court terme, elle, effectivement... Oui, les marchés spécifiques jouent leur rôle là-dessus, mais pour le reste, effectivement, c'est pas... Une certaine impatience qui peut faire que les politiques trouvent une issue favorable. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe dans cette phase aujourd'hui, Patrice ? C'est vrai qu'on voit alors beaucoup d'instituts, toujours avec un peu de retard, mais c'était encore la Commission européenne en début de semaine, relever, être encore dans ce momentum de révision à la hausse des perspectives de croissance et d'inflation au passage. On peut tenir encore dans ce momentum, ou est-ce que déjà, du point de vue des indicateurs un peu immédiats, est-ce que là aussi les choses sont en train de tourner ? Où est-ce qu'on en est de la normalisation de notre croissance aujourd'hui en Europe ? Alors, il n'y a pas véritablement peut-être de normalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de réduire les écarts ou les phénomènes de rupture que l'on avait pendant le Covid et post-Covid. Je vois, par exemple, ce qui se passe dans l'activité industrielle, où c'est une volatilité extrême qui traduit le fait, et là encore avec l'écart entre manufacturier et secteur des services, c'est quelque chose qui n'est pas un cycle normal. Donc on ne peut pas encore malheureusement parler de normalisation. Et j'ai craint que la normalisation ne se fasse sur un pan d'activité ou un niveau d'activité qui soit plus bas que celui que l'on a actuellement. Ce qui veut dire que les prévisions de la Commission européenne, 1,1, 1,6 cette année et l'an prochain, me semblent être un peu optimistes et capitalisées sur les bonnes surprises. On n'a pas eu de crunch énergétique au premier trimestre, me semble capitalisé sur la bonne dynamique du premier trimestre. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les économies, et c'est peut-être là le facteur en fait le plus aggravant. C'est pas le fait qu'on soit dans une espèce de stagnation ou de stagflation, puisqu'il y a encore de l'inflation en zone euro, c'est le fait qu'il y a une disparité. L'Espagne est un bon performeur. On a des perspectives à presque 2% pour cette année. Ça n'est pas le cas de l'Italie, c'est moins le cas de la France et l'Allemagne. Alors si c'est 0, tant mieux. Si c'est moins 0,1, c'est pas trop grave. Mais l'Allemagne, on l'a vu avec, je dirais, l'industrie, les commandes dans l'industrie qui se sont cassées la figure dernièrement. L'Allemagne n'arrive pas à tenir en fait le 0 et il y a des forces qui la tractent encore plutôt contraction. Donc, plus que le chiffre de lui-même de croissance, je pense que je serai vigilant, moi, sur la deuxième partie de cette année, sur la disparité des performances entre les pays et au sein des secteurs. Est-ce que ça met en jeu l'idée d'une hausse de taux de la BCE en septembre ? Le marché ne sera pas surpris de voir la BCE faire 25 points de base en juin, 25 points de base en juillet. En revanche, la question pour septembre semble complètement ouverte. Les faucons ont la main en termes de communication en ce moment et sont en train de tirer les anticipations vers le 4%. J'espère qu'on peut éviter le 4% et s'arrêter à 3,75. C'est-à-dire qu'on aura suffisamment de dégradation, entre guillemets, de l'activité par rapport au premier trimestre pour dire que les ajustements vont se poursuivre. Et là encore,
Même chose qu'aux États-Unis, marché de l'immobilier, la construction en Allemagne, c'est moins bien orienté. Il y a des facteurs de correction qui apparaissent également en Europe. Et puis, l'attitude des banques commerciales qui ont déjà resserré et la demande qui s'est effondrée. Donc, la transmission de la politique monétaire restrictive se fait. Il suffit de la laisser continuer. La différence, c'est qu'on est encore avec un marché de l'emploi et des salaires qui tiennent bien, ce qui devrait éviter effectivement une chute de la consommation et on a moins de rotation entre produits manufacturés et services. Mais donc, arrêtons-nous à 3,75 parce que je pense que l'activité, notamment en Allemagne, risque d'être encore un petit peu plus faible et donc ce n'est pas à rajouter par rapport à l'ajustement monétaire. Et puis n'oublions pas les liquidités. Mois de juin, mois de juillet, donc il y a des reprises de liquidités qui sont importantes alors que certains pays sont en retard sur leur programme d'émissions budgétaires. La France a bien fait le travail, d'autres pays ont bien fait le travail, il y a d'autres pays qui ont des programmes d'émissions importants. Et puis on a cette histoire de Maastricht. Le nouveau Maastricht, qui veut dire que l'an prochain, il faudra réduire le déficit d'un demi-point du PIB. Merci beaucoup, Patrice, pour cet éclairage macroéconomique, effectivement, sur la situation américaine, la situation européenne. Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, qui était avec nous en plateau pendant cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Parlons à présent marché et stratégie d'investissement avec Marc Renaud, à nos côtés en plateau, le président de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. C'est un stratégiste qui me donnait la statistique hier. Ça fait quasiment 2 mois que quand on regarde la clôture hebdomadaire du S&P 500, ça se joue à 1,5%, entre 4100 et 4170. Il ne se passe plus rien. Oui, si on regarde les écrans, on pourrait presque s'ennuyer. Heureusement, on a d'autres choses à faire. Mais non, c'est des marchés extrêmement calmes. Mais écoutez... nous boudons pas notre plaisir. On a eu les 10 dernières années des phases extrêmement agitées. Et puis là, on a un marché au plus haut qui tient. C'est plutôt agréable. Mais oui, c'est extrêmement calme. Comment on explique justement, alors c'est vrai qu'à intervalles réguliers, on fait le point quand même sur le niveau de tenue exceptionnelle des indices actions. À ce stade, ça vous paraît légitime? On est en train de terminer la période de résultats du premier trimestre, d'avoir encore des indices américains et européens qui tiennent de manière exceptionnelle dans la durée sur ces niveaux de prix. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est justifié, justifiable, légitime? Alors, les niveaux de PE ne sont pas aberrants. Simplement, ça se fait sur des marges qui, elles, sont au plus haut. Donc, clairement, on est sur des phases où on paye bien les boîtes. Après, les publications de résultats ont encore été excellentes. On n'a pas de discours catastrophiste des entreprises elles-mêmes. Voilà, tout le monde a bien conscience qu'on est sur un marché, sur des points hauts, avec des marges très élevées, mais c'est pas un marché qui a tort ou raison, mais c'est pas un marché qui donne du tout un sentiment d'inquiétude. Et puis quand même, on parle de marché où il se passe rien. C'est vrai que si on regarde l'indice, c'est un peu vrai. En réalité, c'est quand même passé des trucs dans la cote. Rappelez-vous, l'année dernière, on a eu une correction brutale des valeurs de croissance qui étaient hyper trop chères, et puis on est allé chercher dans la cote des trucs qui avaient été oubliés. Donc, à PE équivalent, il est mieux construit comme ça qu'avec un marché coupé en deux. Et puis là, même depuis le début de l'année, on a eu certes une envolée lyrique janvier-février sur les cycliques, les financières. Ça s'est vite calmé. Il y a même eu un petit trou d'air, on s'en souvient. Et le retour sur les points hauts s'est fait sur les valeurs défensives. Donc, c'est le rattrapage des pharmaceutiques, du food, et plus des cycliques, et plus des banques. Donc c'est une cote qui certes reste en moyenne sur des niveaux élevés, mais avec des rééquilibrages qui sont plutôt rassurants. Oui, effectivement, je comprends. C'est-à-dire qu'on trouve des relais à chaque fois, sectoriels ou thématiques, pour prendre un peu la relève, quoi. Alors, il y en a un qui est sans doute trop tôt pour prendre, là, c'est les small caps. Tout ce qui est petite valeur, c'est un vrai massacre en performance et en valorisation relative, si on compare des historiques. Après, on le sait, acheter une small cap à la veille d'une récession, ça ne se pratique pas en général. Et même si ce n'est pas une récession, un ralentissement économique, ce n'est pas le contexte idéal pour les small caps. Mais voilà, tout a un prix. Et donc, cette partie de la cote-là est délaissée. Donc, effectivement, on trouve toujours des ressorts. Bon, parce qu'on veut en trouver, certes. Et je ne suis pas en train de dire que le marché n'est pas cher et que c'est urgent d'acheter. Je suis en train de dire que nous, gérants, on ne le trouve pas inquiétant, ce marché. Comment on gère effectivement la séquence de pause, puisque la Fed est en pause, mais les marchés aussi, et comment on réfléchit au coup d'après? Vous dites les small caps, par exemple, c'est trop tôt, mais ça veut dire à un moment qu'on est en train de réfléchir déjà à
une fois le ralentissement consommé, une fois la récession arrivée, s'il faut parler de récession, il y a quelque chose d'autre qui se passera ensuite. Oui, alors vous avez raison. En réalité, il ne faut pas attendre la fin de la période de ralentissement. Dès qu'on va la voir, la période de ralentissement, on va se dire il y a une sortie. C'est toujours pareil en bourse. Et comme on ne s'est pas tous achetés au plus bas, ou personne d'ailleurs, en fait, on commence à ramasser ici ou là des petites cycliques industrielles massacrées de qualité dans des secteurs pas trop cycliques. Il y a dans le Mittelstand allemand là, plein de mid-cap, des GEA, ou Andritz en Autriche, ou Alberts en Hollande. C'est des boîtes de grande qualité que des gérants value comme moi, d'habitude, on ne peut pas toucher. Ouais. Là, elles rentrent dans des zones intéressantes. Qui sont à des périodes de crise, là, alors, qui intègrent déjà, pourquoi pas, un risque de contraction de l'économie allemande. De crise, non, mais elles intègrent que ce qui vient de se passer depuis 3 ans avec la montée de marge et chiffre d'affaires pourrait ne pas se continuer au moins à ce rythme-là. Et donc, sur des valorisations relatives, elles ne sont pas données à la rue, mais on peut y toucher sans avoir l'impression de faire de bêtises. Et encore une fois, comme on ne sait pas attendre le jour où il faut y aller, on commence à en mettre doucement. C'est ça qu'on fait. Ouais. Du côté des grandes capitalisations, c'est vrai que tout le segment, alors qu'a été le segment vedette ou les segments vedettes de 2022, l'énergie pétrolière, les banques, forcément, c'est des secteurs qui sont dans votre univers d'investissement, Marc, en tant qu'investisseur value. Comment vous regardez ces secteurs aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que pour le coup, d'autres segments ont pris la relève pour cette année 2023. Mais bon, la question d'énergie, la question de la valorisation du secteur bancaire, c'est des questions qui se posent à nouveau aujourd'hui. Oui, alors il y a eu un coup de trading à faire à la suite de la SVB sur un certain nombre de banques européennes de grande qualité, qui avait fait des moins 25% en une semaine quand même. Je parle de BNP, Santander. Bon, c'était sans doute excessif, même si c'est plus facile à dire après. En direct live, on se fait peur. Oui. On n'achète pas, mais il fallait le faire. Donc sur les banques, franchement, il y avait eu une belle hausse l'année dernière, en début d'année. On avait vraiment écrété à pause. Là, il y a eu un coup de trading, mais elles sont un peu essoufflées. Les pétrolières, c'est pareil. Elles ne sont pas très chères. Elles ont des rendements extrêmement élevés. Mais avec un prix du baril qui va plus faire les bêtises l'année dernière, ça fait moins rêver. Donc ces grandes capitalisations boursières sont effectivement un peu essoufflées. C'est ce dont on parlait. C'est pas là que ça se passe dans la cote, actuellement. Ouais, je comprends. Donc voilà, c'est un marché qui, je le répète, oui, on est sur les mêmes niveaux, mais il se passe des trucs. Oui, il y a des histoires à préparer. Enfin, il y a des choses à préparer pour la suite. Quand vous voyez encore le retour des méga caps américaines, alors c'est peut-être loin de votre univers d'investissement plutôt européen, Marc, mais revoir qu'on a le S&P 5 et le S&P 495, qu'on a 5 ou 10 valeurs aux États-Unis qui font 100% de la performance, qui sont à peu près toujours les mêmes. C'est évidemment du Apple, du Microsoft. On a Nvidia aussi qui a énormément repris. Beaucoup de valeurs aussi qui sont un peu dopées par le thème de l'IA désormais, mais qu'on retrouvait sur d'autres thématiques techno depuis des années. Vous vous dites, on va repartir dans un cycle tiré par ces méga caps. Alors oui, non. D'abord, elles ont eu l'année dernière, puis en tout début d'année, une période un peu difficile. Et elles sont revenues en grâce parce qu'on s'est dit, décidément, aller faire joue sur les bancaires, c'est une bêtise et on va aller sur du sûr. Elles sont revenues là depuis quelque temps à la mode. Et puis surtout, par rapport à ce qui s'est passé sur les techs et les valeurs de croissance en général, les chefs-d'œuvre de la technologie américaine, là, les 5-6, sont repartis. Par contre, toutes les techs non profitables, elles sont restées sur le carreau, celles-là. Donc, encore une fois, c'est un marché qui fait un peu le tri. Ça, c'est plutôt sain. Bon, marché effectivement qui est plutôt sain, comme vous dites, Marc. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de prélude à quelque chose. Mais ça manque de conviction. Oui, c'est très lent. C'est très lent. Voilà. C'est très lent. Mais c'est ce qu'on disait, si on peut éviter quand même dans les polycrises actuelles, si on peut éviter la crise financière ou crise de marché, tout le monde s'en portera pour le mieux. Merci beaucoup, messieurs. Marc Renaud qui est avec nous en plateau, le président de Mandarin Gestion, et je le rappelle, Patrice Gautry qui nous accompagne également, chef économiste à l'Union bancaire privée. Voilà pour cette demi-heure d'émission Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.